Les examens de fin d'année arrivent bientôt. Merde, je comprends rien du chapitre 3 et 4, faudra que j'aille demander au prof de l'aide. Faut déjà voir la prof de sciences. Bonjour Marc-Antoine, bonjour Nicolas. Bonjour. Bonjour. Monsieur, j'ai une question. Est-ce que c'est concernant le module 4, Terre et espace, concernant l'atmosphère et les ressources énergétiques renouvelables et non renouvelables? Si vous voulez passer votre année, réveillez-vous. Monsieur, je comprends pas le chapitre 3, les masses d'air. Bon, commençons. Les masses d'air. On va commencer par la définition. Qu'est-ce que c'est une masse d'air? Une masse d'air est un grand volume de l'atmosphère dont la température, l'humidité, la pression sont relativement homogènes. D'une région à l'autre, ces volumes d'air sont soumis à des conditions différentes de température, d'humidité et de pression. Les masses d'air qui se rencontrent ne se mélangent pas. Nicolas, dis-moi la différence entre un front froid et un front chaud. La différence entre un front froid et un front chaud, c'est que le front froid, lui, il va créer des nuages épais, ce qui donne lieu à de grands vents et des fortes précipitations. Et le front chaud, lui, il va laisser place à un temps incertain, avec des nuages avec averses. Aussi avec un nuage léger. Exactement, Nicolas. Tu as très bien résumé les conditions météorologiques attendues. Maintenant, je vais te parler des facteurs de formation concernant le front froid. L'air chaud monte rapidement tout en se refroidissant. Tandis que le front chaud, lui, l'air chaud monte doucement au-dessus de l'air froid en se refroidissant graduellement. Ah, monsieur, je comprends pas la circulation atmosphérique. Ok, Nicolas. La circulation atmosphérique. La circulation atmosphérique, la définition plus précisément, c'est l'ensemble des mouvements des masses d'air qui entourent la Terre. Bon, les élèves, maintenant je vais vous parler de la boucle de convection. Tout commence avec l'air réchauffe, se dilate, sa masse volumique diminue et l'air chaud monte. Ensuite, en s'éloignant de la source de chaleur, l'air se refroidit et se contracte. Ensuite, la masse volumique de l'air froid augmente et l'air froid redescend. Puis par la suite, l'air froid se substitue à l'air chaud qui monte. Merci, professeur. Bon, maintenant Marc-Antoine, fais-nous un résumé de la formation d'un cyclone et d'un anticyclone. Un cyclone est une zone de l'atmosphère où l'air chaud monte en tournant à partir du centre de basse pression. L'air tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre dans l'hémisphère nord et dans le sens inverse de l'hémisphère sud. Et un anticyclone, c'est une zone de l'atmosphère où l'air froid descend en tournant autour du centre de haute pression. L'air tourne dans le sens des aiguilles d'une montre dans l'hémisphère nord et dans le sens inverse dans l'hémisphère sud. Exactement, Marc-Antoine. Maintenant, je vais te parler des conditions météorologiques du cyclone et de l'anticyclone. Je vais commencer par le cyclone. Premièrement, les dépressions entraînent des conditions météorologiques instables, généralement accompagnées de précipitations et de vent. La forme la plus violente de dépression est l'ouragan. Maintenant, les anticyclones. Les anticyclones entraînent des conditions météorologiques plutôt stables, généralement accompagnées d'un ciel dégagé et de temps sec. C'est terminé pour les conditions météorologiques. Bon Marc-Antoine, maintenant parle-nous de l'effet de serre. L'effet de serre est un processus naturel par lequel une partie de la chaleur émise par le soleil est conservée dans l'atmosphère. Première étape, la Terre reçoit de l'énergie solaire. Deuxième étape, une partie du rayonnement solaire est absorbée par l'atmosphère et atteint la surface terrestre. Troisième étape, une partie du rayonnement solaire est réfléchie par l'atmosphère vers l'espace. Étape numéro 4. L'énergie du rayonnement solaire réchauffe le sol. Celui-ci émet des rayons infrarouges vers l'atmosphère. Et cinquième étape, une plus petite partie de rayons infrarouges traverse l'atmosphère et atteint l'espace.
Étape numéro 6, le reste des rayons infrarouges est emprisonné dans l'atmosphère par le gaz à effet de serre. Les principaux gaz responsables de l'effet de serre sont la vapeur d'eau, le dioxyde de carbone, le méthane et l'oxyde de diazote. Bon, maintenant commençons le chapitre 4. Parlons des ressources énergétiques renouvelables et non renouvelables. Nicolas, dis-nous les 3 ressources énergétiques de la lithosphère. Les ressources énergétiques de la lithosphère sont les énergies fossiles, l'énergie nucléaire et la géothermie. Ils proviennent du sol, des sols qui sont exploités. L'énergie fossile est obtenue par la combustion de combustibles fossiles, dont le charbon, le pétrole et le gaz naturel. Comme ces combustibles prennent des millions d'années à se former, ils sont considérés comme non renouvelables. Cette façon de produire de l'électricité a des conséquences importantes sur l'environnement. D'abord, la combustion des combustibles fossiles entraîne l'émission de gaz à effet de serre. Ensuite, l'exploitation et les transports des énergies fossiles sont des sources importantes de contamination et de pollution de l'environnement. Maintenant, je vais vous parler de l'énergie nucléaire. L'énergie nucléaire est obtenue principalement par la fission de l'uranium. L'uranium étant un minéral, il est une source non renouvelable. La fission nucléaire est un processus par lequel on brise le noyau des atomes afin de produire une très grande quantité de chaleur dans le réacteur nucléaire. Ce mode de production d'électricité est pris pour son efficacité et son haut rendement énergétique. Par contre, même s'il ne produit pas de gaz à effet de serre, il demeure une source d'inquiétude, car il peut produire des accidents nucléaires. Maintenant, la géothermie. Dans les profondeurs de la Terre se trouvent des roches qui contiennent une grande quantité d'énergie thermique. Cette chaleur, une fois amenée à la surface, peut produire de l'électricité ou chauffer directement des bâtiments. L'exploitation de l'énergie géothermique est plus courante dans les régions où les roches chaudes se trouvent. Ce type d'énergie est considéré comme propre puisqu'il n'émet pas de gaz à effet de serre, qu'il n'utilise qu'une ressource renouvelable et qu'il permet en plus de réduire la consommation d'autres ressources énergétiques pour le chauffage des habitations où il est utilisé. Bon Marc-Antoine, maintenant parle-nous des ressources énergétiques de l'hydrosphère. Les ressources énergétiques de l'hydrosphère correspondent à l'ensemble des caractéristiques de l'eau qui sont mises à profit grâce à divers procédés technologiques, dans le but d'en tirer de l'énergie électrique. L'énergie hydroélectrique. Ce mode de production d'électricité exploite l'énergie cinétique de l'eau. Malgré l'utilisation d'une ressource renouvelable, l'énergie hydroélectrique a des conséquences pour l'environnement. D'une part, l'hydroélectricité produit des gaz à effet de serre. L'énergie marémotrice. L'énergie marémotrice met à profit l'énergie cinétique produite par les marées océaniques et les océans, les courants marins. Cette énergie est encore très peu exploitée. Les recherches actuelles sont orientées vers le perfectionnement de systèmes technologiques capables de tirer un maximum d'électricité, soit du mouvement des vagues, soit des courants marins qui sont moins influencés par les conditions météorologiques. En effet, il n'entraîne l'émission d'aucun gaz à effet de serre. Il tire profit d'une ressource renouvelable. Par contre, son coût d'exploitation est élevé et son rendement est faible. De plus, des effets négatifs sur l'environnement comme l'envasement et la modification des écosystèmes des littoraux. Bravo Marc-Antoine, c'est exactement ça. Mais maintenant, je vais te parler des ressources énergétiques de l'atmosphère cette fois. L'atmosphère est une réserve d'énergie constamment renouvelée par le rayonnement du soleil. Ce rayonnement en lui-même est une forme d'énergie exploitable grâce à certains systèmes technologiques. Les ressources énergétiques de l'atmosphère correspondent à l'ensemble des caractéristiques de l'air qui sont mises à profit grâce à divers procédés technologiques afin d'en tirer de l'énergie thermique ou électrique. Par exemple, un système technologique couramment associé à l'atmosphère est l'éolienne. Aujourd'hui, l'énergie éolienne est exploitée pour produire de l'électricité. Les éoliennes sont généralement de très hautes structures et qui permettent de capter les vents en tournant. Plusieurs avantages sont associés à la production d'électricité à partir d'éoliennes. Par exemple, le vent est une énergie renouvelable et les éoliennes n'émettent aucun gaz à effet de serre, ni aucun autre polluant. Toutefois, ce mode de production comporte certains désavantages. En effet, la puissance d'électricité produite dépend entièrement des facteurs météorologiques, tels la force des vents. Lorsque les éoliennes ne peuvent pas suffire à la demande, il est nécessaire qu'elles soient secondées par un autre mode de production d'électricité, tel que l'hydroélectricité
ou quelques autres modes de production. Maintenant, les élèves, on a terminé le module sur les ressources énergétiques renouvelables et non renouvelables, ce qui veut dire que les 2 chapitres sont terminés. On a terminé la révision. Bon, les élèves, j'espère que vous en avez appris beaucoup sur l'atmosphère et les ressources énergétiques renouvelables et non renouvelables.